Bonjour Pissama, c'est Seppel. Aujourd'hui, on va faire un tuto pour se débarrasser de ces specs fraîches de démarreurs de panneaux solaires. Astuce numéro 1. Tu fais celui qui comprend pas la langue. Si tu sais parler un dialecte ou une langue étrangère, tu réponds au téléphone et tu fais croire que tu parles pas français. Mais rete el saucisse, alors c'est facile. Yo, allô? Bonjour Monsieur Schmitt, je vous appelle pour vous faire bénéficier de l'offre du gouvernement concernant l'installation de panneaux solaires. Ja, bonjour, ich bin der Seppel, aber ich rede nicht Französisch, Bobel, du Elsassisch? Êtes-vous propriétaire, monsieur? Vorkommen, so bist du mit den Sendereien, du arme Litmeliker. Astuce numéro 2. Tu fais semblant que t'es mort. Enfin, tu fais que semblant, qu'elle. Yo, allô? Bonjour Monsieur Schmitt. Ah, non, je suis désolé. C'était avant-hier. D'accord monsieur, bonne journée. Astuce numéro 3. Tu meurs. Enfin, Achtung, tu fais aussi que semblant qu'elle, sinon c'est dangereux. Pour celle-là, il faut que tu vas sur les internets et tu cherches tes bruits d'accident de voiture. Et quand on t'appelle, tu fais ça. Yo, allô? Bonjour Monsieur Schmitt, je vous appelle pour vous faire bénéficier de l'offre du gouvernement concernant l'installation de panneaux solaires. Yo, d'accord, mais je devrais pas vous parler, parce que je suis en voiture. Grâce à l'offre du gouvernement, vous pouvez bénéficier d'économies sur l'installation de panneaux solaires pour votre résidence Estime, principale. elle écoute ainsi même que pas de et elle s'en tarifs fout. préférentiels Alors auprès maintenant, on d'entreprises fait ça. partenaires qui ont été On sélectionnées fait par le Tommy! ministère. Et là, tu raccroches. Normalement, ceux-là, ils te rappelleront pas. Le problème avec ces Furzleger, c'est qu'ils ont eu ton numéro quelque part. Et ça arrive quand tu remplis tes formulaires pour tes cartes de fidélité ou que tu mets tes informations sur des sites internet ou ce que tu achètes des things et que tu laisses cocher la case qui dit que t'es d'accord pour recevoir tes offres promotionnelles. Alors, une fois que tes informations, elles sont chez ces gens-là, c'est très dur de les enlever. Il faut que tu appelles tout le monde pour leur dire que tu veux qu'ils les enlèvent. Certains, il faut que tu leur écris. Et puis, il faut tes confirmation en 25 milliards d'exemplaires et en plus souvent tu sais même pas qui c'est qu'il a tes informations. Alors inconnus, qu'est-ce qu'ils font? C'est que tu leur donnes tes informations et tu leur dis que partout où c'est qu'ils les trouvent sur internet, ils te demandent qu'on les supprime. Des fois ça prend du temps mais c'est inconnus qui se savent de tout. Et maintenant, avec un abonnement inconnu, tu peux avoir 3 profils, chacun avec son email, son numéro de téléphone et son adresse. Et en plus maintenant, regarde, j'ai trouvé ça. Tu peux aussi essayer une nouvelle fonction, parce que maintenant tu peux demander à Inconnu d'enlever tes informations d'un endroit précis où ce que tu sais qu'elles sont. Bon mais Ortung, c'est une version bêta, ça fonctionne pas toujours. Moi j'ai demandé que je suis enlevé de impôt.gouv et ça a pas marché. Alors si toi aussi tu veux utiliser Inconnu, tu cliques sur le lien qui est dans la description ou tu utilises le code AstronoGeek, comme ça tu as une grosse réduction sur ton abonnement. Donc tu oublies pas, le lien il est dans la description. Hop là, la réclame elle est finie. Fus. C'est quoi qui fait les étoiles? Quand on s'appelle AstronoGeek et qu'on a une chaîne YouTube qui parle d'astronomie... Ouais, ça se voit pas trop en ce moment, hein. Et je voulais dire, quelle magnifique chaîne YouTube sur l'astronomie, vraiment, hein. Quand on a une chaîne YouTube qui parle d'astronomie, entre autres... Oui, c'est bon. On est un peu comme le tonton médecin à qui tout le monde pose des questions au premier nez qui coule, ou le cousin qui bidouille en informatique et que tout le monde appelle parce qu'il y a un virus sur l'ordinateur parce que maintenant il écrit qu'en majuscule. Mais quand on a une chaîne de vulga en astronomie... Oui, et abonnez-vous surtout, hein. On est amené à devoir répondre à toutes les interrogations de ses proches en lien de près ou de loin avec l'astronomie. Mais là où tonton Toubib et cousin nerd sont peut-être... blasé au bout d'un moment, moi c'est un exercice que j'adore et dont je ne me lasse jamais. Notamment parce qu'il oblige à relever des défis intellectuels assez rigolos et qui réveille en moi le prof que j'ai failli être. Et ces défis, on les trouve dans des questions aussi simples que « C'est quoi
qui fait les étoiles? Vous pensez que la réponse est simple? Détrompez-vous. C'est un casse-tête parfait pour quiconque aime se triturer les méninges et surtout triturer celles des autres pour voir ce qu'il y a dedans. Cette petite question de rien du tout qui tient en 6 mots résume à elle toute seule l'intérêt de la vulgarisation scientifique. Mais d'abord, c'est quoi la vulgarisation scientifique? Vulgarisation est un mot très intéressant. Il vient évidemment de vulgaire. Mais vulgaire, qu'est-ce que ça signifie? Pour beaucoup de gens, vulgaire est un synonyme de grossier. Et de même, pour pas mal de monde, grossier n'est pas loin d'avoir le même sens qu'insultant. On dit d'un propos qu'il est insultant quand il vise à offenser quelque chose ou quelqu'un. Mais la vulgarisation consisterait-elle donc à offenser des gens? Vous conviendrez que le sens du mot a dû se perdre en route. Mais qu'en est-il de grossier? Si je vous demande de me définir quelqu'un de grossier, vous allez peut-être me décrire quelqu'un qui jure à tout bout de champ. Mais si je vous demande de me définir ce qu'est un objet grossier, quelque chose de grossier, quoi que ce soit, c'est quelque chose qui manque de finesse. Grossier, finesse, bon, mais on n'est pas plus avancé. En fait, quelque chose de grossier, que ce soit un bout de bois, un tissu ou tonton Albert, ça va être une planche irrégulière, un morceau de toile de jute ou la blague sur les PD entre le fromage et le dessert le dimanche au repas de famille. On dit de quelque chose qu'il est grossier quand il n'est pas très élaboré, rudimentaire, voire carrément de mauvaise qualité. Quel rapport avec la vulgarisation? Croyez-le ou non, mais là on s'approche. Parce que si je vous demande de me définir quelque chose ou quelqu'un de vulgaire, vous allez peut-être me décrire quelqu'un de grossier, qui jure, ou qui a très mauvais goût. Sauf que vulgaire, ça veut pas dire ça. Vulgaire tire son origine du latin vulgus, qui veut dire le commun des hommes, ou la foule. Vulgaire, en fait, ça veut dire commun. Et alors comment commun s'est transformé en de mauvais goût? Je vous le donne en 1000, le mépris de gens cultivés ou riches pour ceux qui ne le sont pas. Voyons, Marie Clitorine, nous n'allons tout de même pas nous mêler à la plèbe en nous rendant à un concert de rock. Allons plutôt nous enquérir d'un récital de musique classique. Le rock, c'est d'un vulgaire. Vous avez raison, Jean Masturbin. Nous risquerions de surcroît d'y croiser de grossiers personnages. Bon, je grossis le trait à 500%, mais vous avez pigé l'idée. Vulgaire, c'est ce qui concerne le commun des gens. Et si vulgaire prend un sens péjoratif, ce qui est, ne nous en cachons pas, le cas la majorité du temps, c'est parce qu'on considère que le commun des mortels est en dessous de nous. Nous, qui aimons les choses plus raffinées, moins grossières. Bon, juste histoire de bien faire redescendre tout le monde sur Terre, on est tous la plèbe vulgaire de quelqu'un d'autre. Et même avec les pires goûts de chiottes, vous pourrez toujours mépriser les goûts prout-prout de Marie Clitorine et Jean Masturbin. Mais donc, la vulgarisation scientifique, ça consiste à prendre un contenu élitiste, abscon, compliqué, et le rendre accessible au plus grand nombre. Finalement, quand un orchestre philharmonique joue avec un groupe de rock, c'est jamais que de la vulgarisation musicale. Qu'on le veuille ou non, des tas de domaines sont extrêmement velus. Prenons au hasard, je sais pas moi, l'astronomie. Si vous voulez savoir ce qui fait les étoiles, concrètement, vous allez avoir besoin de quelques bases en physique nucléaire pour comprendre comment l'hydrogène devient du deutérium puis de l'hélium 4 en fusionnant avec du tritium ou de l'hélium 3, libérant au passage de l'énergie qui va générer une intense lumière, ainsi qu'une pression de radiation équilibrant ainsi la gravité qui pousse l'étoile à s'effondrer sur elle-même. Voilà. Donc à ce stade, Jean-Kévin qui est en CE2 ou Micheline de la compta, vous les avez paumés. Parce que le truc qu'il faut se foutre en tête, c'est que tout aussi curieux que puissent être les gens qui vont consommer de la vulgarisation scientifique, ils n'ont pas tous le même bagage intellectuel. Jean-Kévin, il en est encore à apprendre à poser des multiplications et Micheline, dans son BTS, il n'y avait pas de physique nucléaire. Elle a vaguement entendu parler de Mendeleïev au lycée, mais c'est loin, et elle a oublié depuis le temps. Ne vous méprenez surtout pas sur ce que je dis là, parce qu'en aucun cas, ce n'est du mépris.
Déjà, je vous invite, et surtout ceux qui n'ont pas de gosse avec qui faire les devoirs, à poser une multiplication à la main, et on verra qui sait encore le faire. Si vous échouez, ça veut dire que Jean-Kévin en CE2 vous bat sur ce coup-là. Et moi, j'ai jamais été foutu de calculer une TVA. La prochaine fois que vous mépriserez un maçon parce que tout ce qu'il sait faire, c'est empiler des parpaings, essayez d'empiler des parpaings. Et là, on touche au premier élément clé de la vulgarisation. Être un bon vulgarisateur, c'est comprendre que, dans le public qu'on va toucher, il y aura des gens qui n'ont aucune base dans le domaine qu'on va aborder. Je vois régulièrement passer des commentaires sous mes vidéos se plaignant que je prends les gens pour des cons en expliquant des trucs trop simples. Mais tout le monde y sait ça. Justement, Jean Trouduc, non. Tout le monde ne le sait pas. Une bonne vidéo de vulga, c'est une vidéo qui ne laisse personne sur le bord de la route. Qu'il s'agisse de Jean-Kévin, 8 ans en CE2, ou Micheline, 40 ans, qui mate de la vulga le soir parce qu'il n'y a rien à la télé. La vulga, c'est pas fait que pour les gens qui ont une culture dans le domaine et qui veulent l'approfondir. La vulga, c'est fait pour la vulgus, la foule, la majorité des gens. Et la majorité des gens, elle a une culture extrêmement hétérogène. Il y a des passionnés multidiplômés comme des novices complets. Mais si tous ces gens se demandent ce qui fait les étoiles, il faut savoir leur répondre à tous. Ou pas, on peut aussi décider de faire un contenu très velu et très spécifique pour un public averti, mais alors, on ne touche plus la foule. Donc est-ce toujours de la vulga ? Il y a aussi un autre type de public, les spécialistes du domaine. Je le sais, j'en ai déjà rencontré à de multiples reprises. Je vous garantis que vous bouffez une grosse part de tarte à l'humilité quand un spécialiste qui a publié 36 fois vient vous dire qu'il a bien aimé votre vidéo sur son sujet de prédilection. Mais si c'est sa spécialité, qu'est-ce qu'il est venu chercher ? Pour beaucoup, à la fois du divertissement et un moyen d'expliquer simplement leur discipline à des gens qui n'ont pas les bases. Parce que vulgariser, c'est pas être un chercheur, et chercheur, c'est pas vulgariser. Ça aussi, on tente régulièrement de nous le jeter à la face, à moi comme aux collègues, comme si ça devait nous rabaisser. Mais des tas de chercheurs, aussi bons qu'ils soient dans leur domaine, ont du mal à l'expliquer à des novices complets. Et beaucoup m'ont déjà dit que nos vidéos, à moi et aux collègues, sont d'excellents supports pédagogiques. Eux, ils cherchent et pondent des trucs super complexes hors de portée de Jean-Kévin ou de Micheline, et nous, on simplifie ces concepts pour que Jean-Kévin et Micheline puissent comprendre de quoi il en retourne. Leur public à eux, ce sont les autres chercheurs, notre public à nous, c'est la foule. Et si la foule comprend ce que font les chercheurs et comprend l'intérêt de ces recherches, elle est plus à même de soutenir leurs recherches futures. Parce que chercher, ça coûte des sous. Et personne n'a d'âne qui chie des louis d'or. Voilà pourquoi les chercheurs nous aiment bien et ne rechignent jamais à nous aider à écrire des vidéos sur leur domaine de prédilection. Gagner en visibilité, c'est améliorer, par exemple, ses chances de financement. Un public qui comprend les enjeux scientifiques, c'est aussi un public plus éclairé sur les décisions politiques à prendre. Pensez à l'environnement, au nucléaire et à tout le reste. Et tout bêtement, un public qui comprend ce qu'on fait avec un télescope spatial, c'est un public qui sera moins enclin à balayer ça d'un argument aussi bas que « gaspillage de pognon ». Un vulgarisateur, c'est juste un pont entre les chercheurs et la foule. Et si vous pensez nous insulter en tentant de nous rabaisser à ça, comme je le vois parfois faire par des petits rageux en commentaire, oui, on sait. Et c'est précisément notre kiff, celui de notre public, et même des chercheurs dont on parle. Alors quoi ? Bon, ok. Donc vulgariser, c'est prendre un truc velu, pas franchement accessible au plus grand nombre, et le rendre digeste, même à ceux qui liront jamais une publi dans une revue scientifique. Et si on veut le faire bien, il faut réussir à créer un contenu qui ne laisse personne sur le bord de la route, mais qui puisse à la fois plaire à Jean-Kévin en CE2 et à son cousin Jean-Michel qui attaque sa première année de master à la rentrée. Et tout ça, ça vient avec une certaine responsabilité. Parce que quelqu'un qui ne va pas aller lire les publis et qui va se reposer sur les vulgarisateurs pour acquérir de la culture, va concrètement se reposer sur eux pour se construire une image du monde. Et c'est pas grave. À l'époque de C'est pas sorcier, une génération entière s'est reposée sur Fred et Jamy pour développer sa culture, et sans lire des sources en description. Pourquoi ? Parce qu'on leur faisait confiance. Et vous savez quoi ? Je suis sûr qu'ils ont dit des tas de conneries.
Mais ça tombe bien parce que tout le monde en dit. Vous connaissez l'adage. On fait pas d'omelette sans casser des œufs. À bon entendeur, encore une fois, il n'y a qu'en ne faisant rien qu'on n'échoue jamais. Faire des choses, ça veut dire se planter de temps en temps. Ceux qui aiment mettre une erreur à l'index sont souvent les mêmes qui ne savent faire que ça. À ceux qu'on lit régulièrement et qui nous expliquent avec une condescendance infinie à quel point on fait mal, allez-y. On vous regarde. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. La critique, c'est aussi être constructive. Mais le truc est là. Il y a une différence entre dire une connerie de bonne foi et mentir. D'aussi loin que je puisse le constater, avec toutes les conneries et les erreurs qu'on a pu faire, moi et les autres, on les a toujours faites de bonne foi. D'aucuns diront qu'il suffit de mettre des sources en description pour que le problème soit réglé. C'est faux. J'ai déjà fait l'expérience de dire des trucs complètement aberrants en disant que les sources sont en description. Concrètement, personne ne vérifie. C'est un fait. Les gens se reposent sur nous. Mais ils se reposent sur le vulgarisateur comme ils se reposent sur le présentateur du JT ou le polémiste ou le philosophe qui l'interviewe. Notre cas n'est pas différent du leur. On peut dire des énormités et dire que c'est sourcé. Concrètement, les gens vont le gober. Et malheureusement, beaucoup ne se gênent pas pour le faire. C'est d'autant plus facile quand on n'a aucune race. Mais quand on en a une, qu'on source ou pas, concrètement, c'est nous que les gens viennent écouter, pas les sources. Donc c'est notre responsabilité de faire une bonne vidéo. Et petit instant scepticisme, je rappelle aussi qu'on est des gens normaux, faillibles. Si on vous dit un truc qui vous paraît surprenant, n'hésitez pas à vérifier. En principe, on vous dit quelque chose de juste, mais comme tout le monde, on peut se tromper. Et petit instant scepticisme toujours, méfiez-vous des gens qui servent des certitudes. Méfiez-vous par-dessus tout de ceux qui ont toujours raison et qui ne se trompent jamais. Parce que tout le monde se trompe. Donc celui qui affirme plus ou moins explicitement le contraire est soit en train de vous prendre pour des cons, soit à minima se berce de douces illusions sur sa propre intelligence. Mais bref, le vulgarisateur un peu honnête doit néanmoins supporter la responsabilité de ce qu'il met dans la tête des autres. Parce que si vous êtes des consommateurs assidus de vulga sur YouTube, alors il y a fort à parier que moi, Bruce, Ben, Seb, Valentine, Théo, tous les autres, ayons participé à forger une part non négligeable de votre culture générale et par conséquent de votre vision actuelle du monde. Donc forcément, vaut mieux qu'on essaye de pas dire trop de conneries. Notez aussi que j'ai bien dit culture générale et pas connaissance. Aussi dense qu'elle puisse paraître, une vidéo de vulga ne fait qu'effleurer un sujet. Ça permet d'avoir une vision globale d'un thème quelconque, mais n'oubliez jamais que ça ne représente qu'une infime partie de ce qu'il est possible de savoir dans le domaine. Ce n'est pas de la connaissance, c'est de la culture générale. C'est très bien pour soutenir une conversation à table le dimanche ou marquer des points au Trivial Poursuite, mais ça ne permet pas de passer un doctorat dans le domaine. Pas même un bac pro d'ailleurs. Quoi, vous avez jamais entendu parler du bac pro physique nucléaire ? Un vulgarisateur, c'est quelqu'un qui fait le pont entre le chercheur et la foule, mais si la publi du chercheur était un film, la vidéo de vulga serait le résumé de 3 lignes écrites sur Allociné. Et tout comme vous ne pouvez pas prétendre avoir vu le film en ayant lu ce résumé, vous ne pouvez pas prétendre à une connaissance approfondie d'un sujet après avoir maté 3 vidéos YouTube. Et encore une fois, si ça vous paraît évident, rappelez-vous que ça n'est pas pour tout le monde. Et donc après avoir dit tout ça, la question se pose toujours. Qu'est-ce qui fait une bonne vidéo de vulga ? Une bonne vidéo de vulga, c'est comme un bon résumé sur Allociné. Ça permet de comprendre de quoi il est question. Une bonne vidéo de vulga, c'est une vidéo dans laquelle vous entrez sans rien connaître au sujet. Et à la fin de la vidéo, vous le connaissez toujours pas. Par contre, vous avez compris dans les grandes lignes comment ça marche, vous êtes capable de vous en faire une image mentale à peu près réaliste, et vous arrivez à piger les enjeux qui tournent autour. Et comment on fait ça bien ? Les interrogations du neveu sont un bon support pour répondre à cette question. Et la clé d'une bonne vulga, ça va peut-être vous surprendre, mais ça consiste à mentir. Mentir, c'est dire un truc faux en sachant pertinemment que c'est faux. Faire un pieux mensonge, c'est mentir, parce que mentir fera plus de bien que de dire la vérité. La vulga, c'est ça. Dire des trucs faux en sachant que c'est faux, parce que dire des trucs faux vous permettra mieux de comprendre de quoi on parle que si on vous avait dit la vérité.
Et ça, c'est un reproche qui nous est fait tout le temps. On dit des choses inexactes. Oui. Bah tu sais quoi ? C'est le but. Imaginez une ligne. Par là, je sais pas où elle va et à la limite, je m'en fous. En revanche, je peux vous dire que de ce côté-là, elle a une fin. En géométrie à l'école, on appelle ça une demi-droite. Imaginons que ce point-là, ce soit la vérité. La vérité absolue. Ce qui est absolument vrai sur l'univers. Ben vous savez quoi ? Ce point, a priori, il est inatteignable. Nos théories actuelles expliquent l'infiniment petit, mais que jusqu'aux particules du modèle standard. Est-ce que ces machins sont constitués de trucs encore plus petits ? On ne le sait pas. Et comme on ne le sait pas, on ne sait pas si on est là ou là. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il reste de l'espace entre ce que l'on sait et la vérité absolue. On a aussi une théorie très solide sur l'infiniment grand, c'est la relativité générale. Mais elle ne marche pas avec la mécanique quantique, alors que les deux sont censés expliquer le fonctionnement du même univers. Donc même conclusion, ça a beau être très solide, très proche de la vérité, on sait d'ores et déjà que ça n'est pas pour autant la vérité absolue. Mais si c'est pas la vérité, ça n'en reste pas moins des modèles très efficaces pour expliquer le monde qui nous entoure. Et si ça n'est pas la vérité, c'est cependant ce qu'on a qui s'en approche le plus, en attendant de trouver mieux. Ce sont les points les plus proches de celui-ci que l'on possède, en attendant d'en trouver des plus proches encore. Mais ces points-là, vous avez beau savoir qu'ils existent, personne regardant cette vidéo ne peut prétendre se situer au moins là. On est tous beaucoup plus loin sur cette ligne. Ces points, c'est la somme des connaissances de toute l'humanité. Mais individuellement, même les plus grands spécialistes ne connaissent qu'une fraction du domaine. Personne n'est spécialiste en tout. Pourquoi je précise ça ? Parce que quand un vulgarisateur dit quelque chose, il se situe quelque part sur cette ligne. Et il y aura toujours quelqu'un pour lui reprocher de ne pas être plus près de ce point. Mais alors qu'il nous reproche de ne pas être là, dans les faits, on pourrait nous aussi lui reprocher de ne pas être là, par exemple. De quelle couleur est le ciel ? Vous pouvez tout à fait me répondre que le ciel est bleu. Mais je pourrais alors vous rétorquer que parfois il est gris. Et un autre pourrait nous répondre qu'il n'est pas bleu, mais que sa couleur résulte de l'addition d'une multitude de longueurs d'onde qui vont du violet au rouge, mais dans différentes proportions. Et ce à quoi, pour faire chier, un autre pourra ajouter que c'est pas parce qu'on ne voit pas que le ciel ne rayonne pas aussi dans les infrarouges ou les ultraviolets. Et même là, il sera juste de dire qu'on n'a pas pris en compte les ondes radio. Jouer à ce jeu-là en ayant pour base une vidéo de vulga, ça n'est pas chercher la vérité. C'est juste vouloir montrer à tout le monde qu'on a le plus gros cerveau. Parce que quand on joue à ce jeu-là, on n'est pas en train de se soucier de la compréhension que le public a du problème. Or, le but de la vidéo de vulga, c'était que le public pige. Instant scepticisme supplémentaire. Si quelqu'un vous déroule sa grosse science, c'est pas pour vous aider à comprendre, c'est pour vous persuader que lui, il sait des tas de choses. Si vous ne comprenez pas une explication, comment pouvez-vous être sûr que celui qui vous la déroule n'est pas juste en train de vous enfumer ? Quand quelqu'un qui est censé vous expliquer un concept déroule des explications tellement rapides et alambiquées que vous ne bitez plus rien, jouez au con et dites-lui que vous êtes perdu et demandez-lui de reprendre petit à petit jusqu'à ce que vous ayez pigé. Reformulez ce qu'il dit en lui demandant si c'était bien ça qu'il fallait comprendre, et ce, jusqu'à ce que vous ayez compris tout ce qu'il vous raconte. Le problème, c'est qu'en faisant ça, la plupart du temps, vous verrez que les explications alambiquées, c'était juste pour avoir l'air intelligent. Et souvent même, vous allez l'énerver, parce qu'en faisant ça, vous allez révéler soit qu'il utilisait un vocabulaire volontairement complexe pour vous paumer sur un truc en réalité tout simple, soit même qu'il dit de la merde sur un sujet qu'il ne maîtrise pas dans le but de vous enfumer. Et ça, les m'as-tu vu avec ma grosse science, ils aiment pas. Et c'est pour ça qu'il faut le faire. Ayez toujours plus de respect pour quelqu'un capable de dire « je ne sais pas » que quelqu'un qui a toujours réponse à tout et dans tous les domaines. Je le redis, la critique peut être constructive, mais bien souvent, quand quelqu'un reproche à un vulgarisateur de faire une généralité ou de dire un truc faux, c'est plus pour montrer que lui, il sait, que pour permettre au public de comprendre de quoi il cause. Et ne pas comprendre que la vulgarisation, c'est dire des trucs faux, c'est ne pas comprendre l'essence même de la vulgarisation. Et le meilleur exemple, c'est la question du neveu de 3 ans. Bon,
Qu'est-ce qu'on répond à un enfant qui demande ce qui fait les étoiles quand celui-ci a l'âge d'entrer en première année de maternelle? Un jour, pendant mes études, un de mes formateurs m'a dit un truc très intéressant. Un enfant, c'est jamais qu'un adulte qui n'a pas d'expérience de la vie. Bon, alors évidemment, dans l'absolu, c'est faux. On sait que les enfants, surtout tout petits, ont des cerveaux pas encore matures et des processus cognitifs différents des adultes. On pense pas pareil pour tout. Et pourtant, ça reste quand même vrai dans bien des cas. Si un adulte va éviter de poser sa main sur une plaque de cuisson et si un enfant est susceptible de le faire, c'est parce que l'adulte a acquis par l'expérience, que ce soit la sienne ou celle d'un autre, que ça brûle. Donc, pour répondre à la question d'un enfant, il va d'abord falloir se demander quelle est son expérience du monde dans lequel il vit. Et en fait, c'est vrai pour un adulte aussi, mais c'est d'autant plus criant pour un enfant. Déjà, un enfant de 3 ans, c'est pas Victor Hugo. À 3 ans, on a un vocabulaire très limité. Et plus votre vocabulaire est limité, plus il est difficile de définir des concepts complexes. Déjà, dans la question « c'est quoi qui fait les étoiles ?», il faut qu'on se demande quel concept se promène dans sa tête pour l'amener à poser cette question. Est-ce qu'il s'interroge sur la naissance des étoiles, sur leur fonctionnement, sur leur nature, de quoi elles sont faites? Et puis d'abord, c'est quoi les étoiles pour lui? Non, parce que si ça se trouve, dans sa tête, une étoile, c'est n'importe quoi de petit, brillant et qui se trouve en hauteur. Si ça se trouve pour lui, une étoile, c'est à la fois une étoile, mais aussi l'autocollant phosphorescent collé sur le plafond de sa chambre, voire même les papillons qui tournent autour d'un lampadaire la nuit. Et ouais, peut-être. Si vous avez jamais défini précisément avec lui ce que sont des papillons qui tournent autour d'un lampadaire, si vous ne lui en avez jamais attrapé un pour lui montrer de près, il y a de fortes chances que ça reste un concept très très vague pour lui. Ou encore, imaginez, en fait il est miro. Pour des tas de gosses, on le détecte qu'une fois qu'ils sont à l'école et qu'on se rend compte qu'ils n'arrivent pas à voir ce qu'il y a au tableau. Mais en attendant, si ça se trouve, si vous lui dites de regarder les étoiles dehors la nuit, il est tellement miro qu'il ne les voit pas, ou quasiment pas. Et quand vous lui dites de regarder les étoiles, lui, tout ce qu'il voit, c'est tout juste quelques nuages éclairés par la pollution lumineuse. Des quiproquos à 2 balles de ce genre, ça arrive même avec des adultes. Si ça se trouve, quand il vous demande ce qui fait les étoiles, en fait, il veut savoir ce qui fait briller les nuages la nuit. Bon, il est fort probable quand même qu'il parle des étoiles. Mais quand un gamin pose une question, ça peut être une idée de bien centrer le sujet avec lui pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Parce que si c'est pas le cas, votre réponse n'a absolument aucun intérêt. Et n'imaginez pas que vos chères têtes blondes sont toutes géniales et savent exactement de quoi elles causent. J'en ai vu des légions en convention, dans les écoles et ailleurs, de mômes qui posaient des questions d'apparence simple, mais qui après recentrage s'avéraient parler d'un truc tout à fait différent. Pour bien répondre à une question, la première étape est de se mettre dans la tête de celui qui la pose, de bien comprendre ce qu'il sait déjà ou croit savoir, et bien réussir à identifier le vide qu'il faut combler. Imaginons une seconde que le gamin parle en fait des papillons qui tournent autour du lampadaire. Lui expliquer que ce sont des boules de plasma grandes comme le soleil qui se trouvent à des millions d'années-lumière, ça va juste le laisser confus. Et souvent, quand on est un tout petit et qu'on est confus, on ne sait pas l'expliquer. On connaît même pas le mot. Alors on ferme juste sa gueule. Résultat, vous avez répondu à côté et lui, il n'est pas plus avancé. En gros, c'est nul. Mais si vous tentez de reformuler la question avec lui, vous vous assurez de bien parler de la même chose. Et si en fait c'était les papillons, allez lui en choper un et montrez-lui. Résultat, il sait que si ça brille mais que ça bouge la nuit, c'est pas une étoile, mais plus probablement une bestiole. Et ça fait un complotiste des ovnis de moins à gérer. Bon, en fait, le neveu, il parlait effectivement des étoiles. Mais l'affaire est pas pliée pour autant. Considérons une seconde qu'on est entre adultes un minimum cultivé sur la question. Une étoile, c'est le résultat d'un énorme nuage de gaz de la taille d'un système solaire, voire bien plus, qui s'est effondré sur lui-même grâce à sa propre gravité. La pression en son sein augmentant au cours des millions d'années, la température en a fait de même jusqu'à atteindre des valeurs telles que les électrons ont été arrachés de leurs atomes. Le constituant principal de ce nuage, l'hydrogène, est constitué de simples protons. Quand le noyau contient à la fois un proton et un neutron, c'est un isotope qu'on appelle du deutérium. Et sous ces conditions de pression et de température, les protons et les neutrons sont associés en deutérium, deutérium qui est lui-même fusionné avec du tritium ou de l'hélium 3.
Dans l'histoire, on perd un nucléon, ce qui nous laisse 2 protons et 2 neutrons, c'est-à-dire de l'hélium 4. Toute cette énergie libérée provoque l'expansion du noyau de l'étoile. C'est ce que l'on appelle la pression de radiation. Et cette force s'oppose à la gravité qui tend à la faire s'effondrer sur elle-même. Ces 2 forces sont à l'équilibre jusqu'à la fin de la vie de l'étoile qui intervient au bout de quelques millions à plusieurs centaines de milliards d'années en fonction de sa taille. En parlant de taille, le Soleil est une étoile plutôt modeste, mais il se trouve à 150 millions de kilomètres de nous et nous apparaît donc énorme, alors que les autres étoiles se trouvent à des dizaines, voire des millions d'années-lumière. Elles peuvent donc être plus lumineuses que le Soleil dans l'absolu, mais étant infiniment plus loin, on ne voit que de petits points lumineux la nuit quand le Soleil est sous l'horizon et ne nous empêche pas de les voir. Voilà. Là, entre adultes, et si on considère que vous avez déjà un minimum de culture générale, normalement, j'ai réussi à vous faire piger dans les grandes lignes ce qu'est une étoile. Mais si vous répondez ça à votre neveu de 3 ans, félicitations, vous êtes juste un gros m'as-tu vu avec ma grosse science. En disant ça, vous avez juste tenté de montrer à tout le monde que vous savez plein de trucs. Mais en attendant, le neveu, il a absolument rien pigé. Sérieusement, on prend ce texte et on prend les concepts qu'on maîtrise à 3 ans. Et ça donne ça. Ça fait peut-être une bonne histoire pour dormir le soir, mais pour améliorer sa compréhension du monde qui l'entoure, on repassera. Oh, il a bien pigé 2-3 mots, mais pour lui, un nuage, c'est probablement un truc blanc et cotonneux dans le ciel bleu. Un noyau, c'est un noyau de pêche, et une étoile qui meurt, il va tenter de faire le lien avec le chat du voisin qui s'est fait écraser il y a 2 mois, et imaginer ce que va donner le mélange de tout ça. Alors, soit dit en passant, les enfants passent souvent par un moment de grosse angoisse quand ils découvrent que le soleil va mourir. Mais bon, pour revenir à notre histoire, le gosse a rien compris. Mais alors on va lui expliquer quoi? Vous voulez lui parler d'une boule de gaz? C'est quoi un gaz? Non, parce que si pour lui le gaz, c'est le gaz de la cuisinière, vous n'allez pas l'aider. Pour un gamin de 3 ans, un gaz, c'est un concept très vague et qui se rapproche probablement d'objets du quotidien qui n'ont rien à voir avec l'idée que vous essayez de lui faire passer. Et je parle même pas des notions de taille. Pensez-vous qu'à 3 ans, on sache ce que ça fait 1 kilomètre? On sait peut-être vaguement ce que ça fait 1 mètre, mais on sait même pas ce que ça fait 1000. Et si 1 kilomètre, c'est ce qui sépare la maison de papa et maman de la maison de mémé, ça nous aide pas plus. Parce que vous avez plus de chances qu'il se représente le chemin séparant les maisons que la distance. Donc que le soleil soit une boule de gaz d'1 million de kilomètres, il va peut-être hocher la tête. Mais concrètement, il n'a pas plus pigé de quoi en parler que si vous aviez évoqué le deutérium. Une boule de gaz d'1 million de kilomètres, c'est éventuellement un concept satisfaisant pour un gamin de primaire. Et pas dit qu'à cet âge-là, il maîtrise déjà les protons, neutrons et électrons. Donc parler de plasma ou d'isotope, c'est déjà probablement trop. Gaz, c'est faux. Une étoile n'est pas faite de gaz. Mais pour un gamin de 8 ans sans connaissance préalable en physique nucléaire, ça suffit. Vous voyez, c'est ça le pieux mensonge de la vulgarisation scientifique. Dire qu'une étoile est une boule de gaz à quelqu'un capable de comprendre ce qu'est un gaz, mais incapable de comprendre ce qu'est un plasma. Alors bon, vous allez me dire qu'il suffit de lui expliquer ce que c'est. Oui. À 8 ans. Et si vous avez le temps. Si vous avez une après-midi à passer avec Jean-Kévin, oui. Si vous devez lui répondre en 2 minutes, il connaît les solides, les liquides et les gaz, et ce qui se rapproche le plus du plasma, c'est le gaz. Donc, gaz très très chaud, c'est faux, mais c'est suffisant. La conception qu'il va se faire d'une étoile sera forcément, fondamentalement fausse. Mais un truc qu'il faut piger aussi, c'est que quand on cherche à s'approcher de la vérité, vous savez, mon point inatteignable de tout à l'heure, on le fait pas en une fois, on le fait étape par étape. On passe de gaz chaud à plasma, puis on pige le concept de fusion, etc. Et une fois en doctorat d'astrophysique, on peut commencer à enculer les mouches sur les termes utilisés. Mais sur le chemin de la vérité, on avance de mensonge en mensonge, chaque concept intermédiaire nous permettant d'appréhender un peu plus le sujet qu'on étudie. Mais évidemment, le truc est de comprendre très vite que ces concepts qu'on manipule sont partiels et ne sont qu'une représentation digeste pour notre cerveau de trucs encore plus compliqués. C'est là un gros écueil aussi, et je dirais même plus, un autre point sceptique. Ne jamais oublier qu'on ne fait que manipuler des concepts qui sont toujours plus ou moins
loin de la vérité absolue. Se représenter les atomes par des petites billes, par exemple, c'est très pratique et c'est un bon moyen de piger des tas de concepts de physique des particules. Mais c'est fondamentalement faux. Ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter les petites billes, ça veut juste dire qu'il faut garder à l'esprit que c'est une représentation bien pratique de quelque chose qui, dans la réalité, est différent. Et l'oxygène n'est pas plus rouge que le carbone n'est noir ou l'hydrogène blanc. Il faut savoir manipuler ces concepts tout en gardant à l'esprit qu'ils ne sont qu'un point intermédiaire sur la ligne, mais pas la vérité. Et voilà pourquoi ça ne sert à rien de dire à un vulgarisateur que ce qu'il dit est faux. Bon, ça peut être faux au point d'induire l'audience en erreur, hein. Si je dis que la bataille de Marignan a eu lieu au Pérou en 1709, j'arrondis pas les angles d'un concept, hein, je dis juste de la merde. En revanche, si je dis qu'une étoile est une boule de gaz, la question à se poser n'est pas de savoir si ce que je dis est faux, mais à qui je m'adresse. Si je m'adresse à des docteurs en astrophysique, c'est faux. En revanche, si je m'adresse à Jean-Kévin qui est au CE2, je m'approche en fait le plus possible de sa représentation actuelle de l'univers et j'essaie de lui faire un pas de plus sur la ligne. Un petit pas, mais un pas quand même. Et donc, tout ça pour en revenir au neveu de 3 ans. Qu'est-ce qu'on sait à 3 ans ? Déjà, pas la peine à cet âge-là de lui expliquer que ce que je vais lui dire est faux. Parce que ma métaphore de la ligne, là, il va pas la comprendre. Je vais juste le troubler un peu plus. Ça, à la limite, avec Jean-Kévin du CE2, on peut commencer à faire cette nuance et lui expliquer que tout ce qu'on lui apprend est au moins un petit peu faux. Mais pas à 3 ans. À 3 ans, je vais lui donner une représentation de l'univers compatible avec ce qu'il sait déjà. Et j'ai de longues années devant moi pour l'aider à approfondir le sujet quand le moment sera venu. Et donc, à 3 ans, on sait quoi ? Une boule, ça va. Le gaz, en revanche, mieux vaut laisser ça de côté pour éviter qu'il s'imagine un cumulus ou le brûleur de la cuisine. En revanche, à 3 ans, on sait ce qu'est du feu. Et dans la tête d'un gosse de 3 ans, je vous mets au défi de me trouver un concept plus proche du plasma. C'est chaud, insaisissable, lumineux, bref, à 3 ans, feu et plasma, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Donc on va pas parler de plasma, on va pas parler de gaz, uniquement de feu. Tu vois, bonhomme, le soleil, c'est une grosse boule de feu. Grosse comment ? Très très grosse. Et quand il aura appris quelques grands nombres et à appréhender les distances, on pourra envisager de lui expliquer à quel point le soleil est gros. En attendant, il se contentera de ce qu'il voit. Le soleil est gros comment ? Comme le soleil dans le ciel. Il est loin comment ? Très très loin dans le ciel. Un truc plus précis, ça va juste le paumer. Je vous rappelle qu'il sait à peine compter jusqu'à quelques dizaines dans le meilleur des cas. Donc vos millions de kilomètres... Bon, mais il a demandé pour les étoiles, pas pour le soleil. Donc on va l'emmener sous un lampadaire. Tu vois ce lampadaire, bonhomme ? Maintenant, regarde celui qui est au bout de la rue. C'est le même, hein ? Viens, on va le voir et tu vas t'en rendre compte que c'est le même. Et maintenant qu'on est au bout de la rue, le lampadaire qui est devant la maison, il est tout petit. Parce que quand quelque chose est loin, ça a l'air tout petit. Et attention, à 3 ans, mais pas que, mais surtout à 3 ans, il faut montrer, pas juste expliquer. Bon, et maintenant qu'on sait que le soleil c'est du feu et que ce qui est loin est petit, les étoiles, c'est tout plein de soleils qui sont très très loin. Et le soleil, c'est notre étoile à nous qui est tout près. Et comme c'est du feu, c'est lui qui nous réchauffe. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'il faut pas le regarder, parce que ça brûle. Voilà. La vulgarisation, c'est ça. Être capable de comprendre qu'en face de soi, on a des gens qui n'ont pas les mêmes bases que nous, et savoir s'appuyer sur ces bases, et ces bases uniquement, pour construire des concepts dessus. Vulgariser, c'est aussi être capable de comprendre qu'on sera toujours forcément quelque part sur cette ligne, mais jamais là. Et que le but, c'est uniquement de faire un pas vers la vérité, pas de l'énoncer. Et faire un pas vers la vérité, ça consiste à dire des mensonges, pourvu simplement que ceux-ci nous emmènent dans cette direction, et pas celle-là. Si je dis que la Terre est ronde, ce que je dis n'est pas absolument vrai. Mais ça me rapproche plus de la vérité que de dire qu'elle est plate. Quant à rétorquer qu'elle n'est pas ronde mais aplatie au pôle, si ça ne sert pas la compréhension du sujet sur le moment, ou si ça n'est pas adapté au public cible, c'est juste une démonstration de gros cerveau qui veut montrer qu'il sait, mais pas une remarque de prof qui veut élever le niveau de compréhension de son auditoire. Donc, vulgariser, c'est par essence dire des choses fausses.
La question est uniquement de savoir si cette chose fausse nous emmène plus de ce côté ou de celui-ci. En tant que vulgarisateur, notre boulot est de trouver le juste équilibre. Mieux vaut un petit pas dans cette direction que de tenter le bond de géant, rien piger et finalement rester sur place. Et il peut arriver qu'on dise des conneries qui font aller dans l'autre sens. Parce que faire des erreurs, ça arrive à tout le monde. Et plus vous expliquerez de choses, et plus vous manipulerez de concepts, plus vous aurez de chances d'en faire. Encore une fois, on est bien d'accord, celle-là, elle mérite correction. Mais au-delà de ça, n'oubliez jamais que vulgariser, ce n'est pas détenir la grande véritude. C'est pas non plus avoir une culture incroyable. Vulgariser, c'est bûcher un concept jusqu'à s'en faire une idée globale suffisamment bonne pour pouvoir le réexpliquer avec des concepts plus simples à une large audience. Un vulgarisateur, c'est pas un génie à la culture surdéveloppée. C'est quelqu'un qui a fait des recherches pour pondre son script. Un vulgarisateur, c'est pas quelqu'un qui détient la grande vérité. C'est quelqu'un qui tente juste de vous faire faire un pas, même minime, dans sa direction. Un vulgarisateur, c'est pas quelqu'un qui vous offre de la connaissance. C'est juste quelqu'un qui élargit un peu votre culture générale. Et un vulgarisateur, c'est aussi quelqu'un qui peut se tromper. Et plus il affirme détenir la grande véritude, plus il y a de chances qu'il se gourre. Et un vulgarisateur, ça peut aussi être un idéologue. Ça peut aussi être quelqu'un de malhonnête qui arbore le masque de la rigueur intellectuelle. Et non, cette phrase n'est pas un clash. Ça existe, c'est tout. Et donc, quand vous consommez de la vulga, faites-le toujours en gardant en tête que nous ne sommes pas des surhommes ou des génies. Et je vois bien comment certains nous hissent sur des piédestals quand on les croise en convention. Nous ne sommes pas des gens exceptionnels. Certains savent gérer une compta ou monter un mur de parpaing. Nous avons juste la qualité de savoir expliquer des trucs que nous avons nous-mêmes dû apprendre. Un vulgarisateur ne crée pas de connaissances. Il la simplifie pour le grand public. Et ça implique de dire des trucs faux. Consommer des vidéos de vulga. C'est bon pour le cerveau. Mais méfiez-vous des vidéos de vérité. Levez les yeux au ciel, soyez astronogeek. Et à la revoyure.